je veux vraiment montrer aux yeux de tout le monde que faire un enfant ou un ou deux ne peut pas empêcher une personne de performer, de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser les commentaires négatifs détruire l'envie ou c'est-à-dire que l'objectif que vous avez. L'émotion d'être en finale, je ne l'avais pas encore réalisé parce que c'était quelque chose de nouveau. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Et moi c'est Clint Téliès, votre animateur que vous allez finir par préférer. Aujourd'hui, je reçois une légende du basketball ivoirien féminin. Oui, elle est capitaine de l'ABC Fighter. Yeah, I speak English very well. Elle nous a représentés dans toutes les compétitions internationales avec l'équipe nationale et avec son club. Elle est vraiment talentueuse. Je ne sais pas si vous n'avez toujours pas capté les gars. Si vous n'avez toujours pas capté, sachez qu'aujourd'hui, je reçois Salimata Berté. Bonjour Salimata. Bonjour. Bienvenue dans Laissons parler les gens. Merci. C'est le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Ça va, hein? Super. Alors, ici, nous, on essaie de parler de nos rapports aux réseaux sociaux, de voir l'impact que les réseaux sociaux ont dans notre vie, comment ils s'installent dans nos vies, tout et tout. Donc, ce qu'on fait avant de commencer l'épisode, avant de commencer la conversation, c'est que moi, je vais sur tes réseaux sociaux. Je suis allé, et je suis parti voir les commentaires là-bas. J'ai recensé un commentaire et je vais le lire ici. Et toi, tu vas répondre, en fait. Je vais te donner la possibilité de réagir face aux commentaires. D'accord. C'est bon? Marche. On peut? Ouais. Ok. C'est un seul commentaire. Le commentaire, il est simple. Il dit Salimata Berté est forte. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir mettre en place des moyens pour qu'on prenne le basketball féminin au sérieux. Au fait, la personne a juste essayé d'attirer l'attention des dirigeants, des présidents de fédérations pour mettre l'accent sur le développement du basketball féminin en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un problème sur le développement du basket féminin? Dans les années passées, on était un peu lésés par rapport aux hommes. D'accord. Mais depuis, disons, 10 ans, ça a changé. Ça dit qu'il y a eu plusieurs rénovations au niveau de la formation des jeunes d'abord, des jeunes filles et puis les seniors. Ça dit qu'il y a eu plus de formations, plus de stages, de sorties aussi pour les équipes féminines. Comment tu rencontres le basket? Ça vient d'où? Le basket vient d'une amie d'enfance. Okay. Voilà, c'est elle qui partait jouer au basket. Chaque soir, après les cours, elle partait au basket, elle prêtait ses chaussures. Avec une autre, elles allaient toujours. Elle dit, je vais à l'entraînement, nous allons à l'entraînement. Je dis, nous, vous faites que l'entraînement. Entraînement, c'est quoi? Je ne savais pas. Entraînement, c'est quoi? Elle dit, non, on joue au basket. Je dis, le basket, c'est quoi? Elle dit, bon, un jour, viens, tu vas nous accompagner. Donc, j'ai demandé la permission à maman. Et puis, bon, je les ai suivis. C'était à Trècheville, au lycée moderne de Trècheville. C'est dans le centre de formation de la SEC Mimosa. Ah ouais. C'est là que j'ai commencé. Voilà, quand je suis allée, dès que je suis allée, j'avais même pas de chaussures. Tout, j'étais avec une robe, simplement. Donc, automatiquement, j'ai commencé à dribbler le ballon, apprendre à attraper le ballon, tout là, voilà. D'où part mon envie du basket. À quel moment ça t'a attrapé, quand on dit en niveau, ça t'a piqué même, et puis tu as dit, bon, c'est ça là que je vais faire comme métier, en fait? À la maison, j'étais quelqu'un de réservé. D'accord. Voir le monde, parce que c'était un centre de formation, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. Ouais. Je passais vraiment un bon moment quand je partais avec mes copines. Je passais vraiment un bon moment, on se chahutait, on se moquait de celles qui ne savaient pas jouer au basket. C'est-à-dire que quand tu étais la nouvelle, là, on se moquait, puis bon... Ce petit truc-là a créé quelque chose en moi. J'ai aimé l'esprit de groupe, voilà, et l'atmosphère du groupe, au fait. Donc, ça m'a attiré vers le basket. Okay. Mais là, tu parles en termes de passion, mais il y a des filles qui te regardent, même des jeunes garçons qui te regardent. Juste voir comment on construit une carrière de basketteur ou basketteuse professionnelle, en fait. Comment on construit ça? Parce que toi, tu as commencé passion, après, là, c'est devenu ta profession, tu as représenté la Côte d'Ivoire, tout et tout, en fait. Oui, comment ça se construit? Bon, d'abord avec beaucoup d'envie. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, ça ne peut pas t'amener au bout, c'est pas possible. Okay. Beaucoup de plaisir. Voilà. Et c'est vraiment pas facile, parce qu'il y a des hauts et des bas. En tant qu'une femme,
une jeune fille du moins, aller jouer au basket, il y a des tâches à faire à la maison. Laver assiette, Et puis, les parents, ils étaient pour, ils n'étaient pas pour, ils étaient contre. C'était un peu... C'est vraiment difficile, franchement. Pour les femmes, en tout cas, c'est difficile. Il faudrait que les parents ont la compréhension de la chose, d'abord, et puis te laisser aller faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, construire une carrière de nos jours, je dirais, c'est facile, en même temps que c'est pas facile. D'accord. Parce qu'il faut impliquer ton temps. Tu impliques ton temps, tu t'investis dans la chose. C'est vraiment très difficile. Et puis, il y a l'effort et il y a la récompense au bout. Moi, je veux savoir la réaction de tes parents, en fait. Est-ce que déjà la formation, quand tu vas, tu payes? Parce que moi, je joue au football, je savais que chaque fin du mois, on devait payer une cotisation. Est-ce que tu payes? Si tu payes, toi, tu es encore enfant, tu es jeune, tu ne travailles pas ou tu gagnes l'argent pour payer. C'est quoi la réaction des parents? Est-ce qu'ils voient ça comme tu viens de rajouter une autre charge sur la charge qu'ils ont de peut-être payer la scolarité chaque fin du mois à l'école? Comment tes parents réagissent face à ça, en fait? Moi, j'ai eu la chance. En ce temps, dans le centre de formation de la SEC, on ne payait pas. Ah ouais? C'était gratuit. On ne payait pas. Je devais payer uniquement que le transport pour m'y rendre à l'entraînement. Tu habitais où? J'étais à Makori, l'entraînement c'est à 13 Ok. Voilà. Donc, je fais un clin d'œil à ma collègue Reine. Elle était aussi dans le même cas que moi. Et on marchait de Makori à 13 en aller-retour pour venir faire les entraînements. Mais tu arrives dans l'entraînement, tu es déjà fatigué. Non, on n'était pas fatigué. Franchement, on avait plus d'envie même que celle même qui résidait dans la commune de 13 On était toujours les premiers à l'entraînement. Et puis, quand on finissait, on rentrait à la maison à pied. Mais quand tu rentres souvent, si tu marches pour rentrer à la maison, Makori 13, c'est pas tout près, quoi. Ouais. Mais quand tu arrives peut-être à 18h ou 19h, que le papa à la maison, mais la maman à la maison, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'arrive à 18h, 18h30. Et chez nous, disons, je suis musulmane. Chez nous, c'est l'heure de la prière. Et le papa, il était vraiment strict sur l'heure de la prière. Tu ne viens pas à l'heure de la prière. Franchement, on se chamaillait à tout moment sur ça. Il n'aimait pas, il disait franchement, tu vas dans ton entraînement, arrange-toi toujours à venir à l'heure. Et un soir, je l'ai fait, un soir, je lui ai dit, je marche pour aller, je marche pour venir. Tu dis, tu ne veux pas me donner de l'argent. S'il te plaît, donne-moi de l'argent, juste pour le retour, pour pouvoir vite rentrer à la maison pour être à l'heure à la prière. Et le lendemain, il m'a donné le transport de l'aller et du retour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2006? En 2006. Oui, en 2006. En 2006, déjà, j'ai été présélectionnée en équipe nationale, en junior. Oui. Oui, on a été vice-championne d'Afrique. Oui. D'accord. Mais allons doucement. Ouais. Quand tu es présélectionné pour l'équipe nationale, c'est un peu comme au football, quand on appelle tes joueurs, quand tu vas donner la nouvelle à tes parents, c'est quoi les réactions en fait? Déjà, c'est ma maman. La première a réagi. Elle était vraiment, vraiment contente. Je dis aussi, elle était plus pour le sport pour moi que mon père. Donc, dès que je lui ai annoncé la nouvelle qu'on nous a présélection pour aller jouer en équipe nationale, elle dit « Ah, c'est super !» Elle était contente, elle a même acheté un poulet pour moi. Ouais. Elle a même acheté un poulet pour moi, elle l'a préparé. Mon père était au travail. Quand il est rentré, il a vu qu'il y avait à manger, tout et tout. Il a dit « Mais on célèbre quoi aujourd'hui ?» Il dit « Ah, ta fille vient d'être présélectionnée en équipe nationale. » Il dit « Ah, c'est super !» Puis c'est tout. Ouais. Je me suis fâchée parce qu'il a dit c'est super, c'est tout. Il n'a pas manifesté la joie comme celle de ma mère. Ouais. Donc ça m'a touchée un peu. Après, j'ai boudé la soirée, mais il m'a fait appel. Il me dit, mais pourquoi tu n'es pas contente? Il dit, je suis contente, mais on dirait que toi, tu n'es pas contente de moi. Il dit, si, je suis contente. Je suis fatiguée, je viens du boulot, je suis fatiguée, c'est tout. Il dit, mais tu ne m'as même pas fait un bisou pour me dire que tu es content. Ah ouais. Et là, il me fait un bisou, puis il dit, je suis fier de toi, continue comme ça, et Dieu va faire le reste. Quand vous faites la compétition, vous êtes vice. C'est-à-dire qu'il restait un peu, vous allez prendre le trophée. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'est-à-dire que vous êtes en finale de Jam. Qu'est-ce que tu t'es dit
Quand tu vois dans le rétroviseur la jeune fille qui partait juste accompagner ses amis en robe, jusqu'à arriver là à représenter son pays en finale, qu'est-ce que tu t'es dit? Franchement, l'émotion d'être en finale, je ne l'avais pas encore réalisé parce que c'était quelque chose de nouveau. On était content d'être en finale, hein, et on a tout fait aussi pour pouvoir gagner cette finale. Malheureusement, le Mali a encore le Mali. Malheureusement, on a perdu la finale contre le Mali. Mais toi, tu avais moins de 18 ans parce que c'était le championnat des moins de 18 ans déjà. Oui, j'avais 17 ans. Donc, à 17 ans, ton talent est reconnu déjà par ton ministère de tutelle, ta fédération. Ouais. Et qu'est-ce que toi, ça te fait en fait de voir que ton talent est reconnu par déjà ta fédération? Et comment tu gères ça en fait? Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que toutes les souffrances que j'ai endurées depuis la formation jusqu'à là ont eu peut-être un résultat. Déjà, ça m'a vraiment fait plaisir sur ça, franchement. Et je me suis dit en ce moment que je ne dois rien lâcher. C'est le début d'une aventure que je dois mener en bien. Donc, je vais me donner à fond déjà pour être parmi les 12 et puis aller faire de mon mieux pour mon pays. Ouais. Et pour ton pays, tu continues de représenter ton pays jusqu'à 4 reprises. Ouais. Avec l'afro-basket féminin. Ouais. Je suppose que la pesanteur maintenant de représenter le pays au fur et à mesure que ça avance, tu commences à prendre conscience en fait. Explique-nous en fait, qu'est-ce que ça fait à chaque fois d'être appelé en sélection? Ouais. Bon, déjà, ça donne déjà une maturité du jeu. Et c'est un plaisir aussi de toujours être présent pour mon pays, de savoir que je peux apporter à mon pays. Et de jouer l'afro-basket était devenu comme un challenge. OK. Pour nous, à chaque fois qu'on devait aller jouer, on se donnait des objectifs. Cette année, à l'afro-basket, on doit aller prendre telle place. Et telle place, telle place, telle place. Parce que, comme je disais avant, le basket féminin n'était pas trop en vigueur. Donc, c'était difficile pour nous. On faisait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à l'afro-basket. Donc, c'était déjà un sentiment de satisfaction de savoir qu'on continue de faire ce qu'on aime avec plaisir. Mais après, représenter la Côte d'Ivoire, forcément, les matchs sont montrés à la télé. Donc, ton visage commence à être reconnu. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'être un visage reconnu? Comment ça impacte ta vie toi-même? Et l'entourage dans lequel tu es, comment ça impacte ça en fait? Oui, ça a impacté ma vie, dans un bon sens surtout. Okay. Déjà à l'école, voilà. Après une Coupe d'Afrique, je reviens. Ah, je t'ai vu à la télé, les collègues, les professeurs. Ah, on ne savait pas que tu joues au basket, tu jouais si bien au basket. Ah, c'est une très bonne chose, continue comme ça. Des félicitations du proviseur. Il y a même un lundi à l'école, au drapeau, et on m'a même félicité. Là, c'était, pour moi, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai même coulé les larmes parce que c'était inattendu, au fait. Je ne savais pas que j'allais avoir cet honneur-là de l'école, de tout le staff de l'école, quoi. Donc, vraiment, ça a impacté ma vie, et scolaire et, disons, sociale aussi, dans le quartier. Quand je passe, ah, c'est la fille qui joue au basket, c'est la fille des temps, Monsieur Berthet, tout et tout. C'est avec une fierté que je marchais maintenant, quoi. Voilà, je fais un peu le malin. Voilà, c'est un peu ça. Mais le fait déjà, quand tu dis on te félicite au drapeau. Oui. Bon, pour ceux qui ont fait école publique, lycée public, ils connaissent ce drapeau, la pesanteur du drapeau. On te félicite là-bas. Il y a une pression qui naît parce que, de toute façon, ils t'ont félicité, tu ne dois plus avoir mauvaise note. Comment tu gères ça en fait? Parce que tu dois gérer tes entraînements. Ah, je dis aussi, c'est très difficile, les entraînements, les études. C'est quelque chose, c'est très complexe. Voilà, il faut avoir un programme strict.
Quand je dis programme, c'est ça te prive de beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Des sorties entre amis, des balades, après les cours. Ça dit que ça te prive de beaucoup de choses puisque tu dois respecter ton engagement de part et d'autre. Tu vois, il y a l'école, il y a le sport et tu es dans une ascension où Internet aussi s'installe en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux se développent. Comment les réseaux sociaux, avec son essor, ont impacté ta vie, en fait? Bon, déjà, je n'étais pas trop réseaux sociaux. Je l'ai dit, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux. Et je sais pas là toujours avec mon frère pour ça. Il dit, mais toi-même, tu connais rien sur Internet. Va regarder ça, on dit ça, c'est toi, on dit ça. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est le dernier de mes soucis. Pourquoi? Franchement, je n'étais pas intéressée à aller regarder, me promener. Je dis toujours que j'étais submergée par le travail. Donc, du coup, c'est ton frère qui regarde les réactions sur les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes en compétition comme ça, par exemple, vous voyagez Ouais. et que vous représentez la Côte d'Ivoire et puis vous avez fait un match, soit vous gagnez ou vous avez perdu, qui va regarder Parce qu'on connaît les Ivoiriens, on connaît. Qui va regarder pour venir faire le béret dans le groupe? Qui fait? Déjà, dans le groupe, déjà, les coéquipiers même, celles qui ont l'habitude de... Ah, Sali, on a dit, sois si toi, Sali, tu as été meilleur ma queue, Sali, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, ah, c'est bien. C'est bien, c'est un pouce pour moi encore de savoir qu'on me regarde dans le pays et de savoir qu'il y a des critiques en bien ou en mal, voir tout et tout. Donc, mais franchement, je vous dis, honnêtement, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que c'était pas dans ma nature, donc ça me faisait ni chaud ni froid. Mais est-ce qu'à un moment, tu décides d'utiliser les réseaux sociaux parce que, mine de rien, tu dois forcément en chaise alimentaire bêter, on ne sait pas c'est qui. Est-ce qu'à partir de là, tu as décidé de créer tes réseaux sociaux et comment tu les utilises en fait? Oui, j'ai décidé de créer les réseaux sociaux avant l'Afrobasket 2021. Mhm. Comment tu gères ça? Comment tu gères? J'avais un collègue, disons, un collègue qui faisait le master, qui faisait le management, voilà, à l'INGS. Et c'est lui qui m'a dit qu'il veut s'exercer à être manager. Manager. Voilà, donc il veut travailler sur moi, comme moi je suis une personnalité du sport, basket féminin. Donc il veut vraiment travailler avec moi, faire ma publicité, faire sortir ma page Instagram, tout et tout ça. Il dit, comme tu veux. Ça ne me dérange pas. Du moment que tu dis pas des choses qui ne sont pas vraies sur moi, ça ne me dérange pas. Et c'est comme ça que c'est C'est comme parti. ça, c'est lui qui a créé la page, qui gère les commentaires. Bon. Donc, tu n'as jamais lu un mauvais Si, commentaire? je lis, mais je prête pas Ça te attention. touche pas, en fait. Voilà. Bon, si actuellement, là, tu es là, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes, par exemple, qui sont dans ton milieu, mais qui veulent, qui se disent, sont obligés de collaborer avec les réseaux sociaux pour avoir une bonne exposition? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? Déjà, j'attire l'attention aussi des jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. D'accord. Les réseaux sociaux peuvent t'emmener en bien comme en mal. Peut-être que tu as compris les réseaux sociaux avant même que ça arrive en Côte d'Ivoire parce que, limite, toi, tu n'as même pas envie d'avoir affaire à ça, en fait. Mais, du coup, quand toi, tu vois actuellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bon, c'est nécessaire, tout ce qui se passe? Bon, je peux dire que de part et d'autre, hein, c'est quand même nécessaire comme ne pas être nécessaire parce qu'il y a deux visages des réseaux sociaux. Franchement, c'est complexe. Franchement, il y a la bonne utilisation et il y a la mauvaise utilisation. Ça peut détruire une carrière comme ça peut élever une carrière. Donc, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules pour l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, je sais que tu n'es pas trop dessus, mais je sais que à un moment de ta vie, tu t'es obligé de... Je ne sais pas si c'est de dire tu as rangé les crampons, mais tu es parti et tu es revenu. Et les gens ont commencé à réagir parce qu'ils ont dit que non, mais après avoir eu un enfant, tu es revenu en compétition. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait en fait? De voir ces gens de réactions en fait. Franchement, dès le départ, ça m'a fait mal. Ok. J'ai eu vraiment un pincement au cœur parce que je ne suis pas la seule à avoir un enfant et revenu au sport. Il y a eu plusieurs des joueuses internationaux, tout ça
partout dans le monde, il y a des joueuses qui font des enfants et reviennent. Et pourquoi est-ce que les gens se sont attardés sur moi, mon cas? Ça m'a vraiment touchée. Et en même temps, ça m'a donné la force de faire taire ces personnes. Ouais. Je me suis mise en tête que j'ai dit à mon mari, tu me laisses jouer, s'il te plaît. Je veux jouer parce qu'il y a quelque chose en moi que je veux montrer encore. Je veux vraiment montrer aux yeux de tout le monde que faire un enfant ou un ou deux ne peut pas empêcher une personne de performer. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux performer, tu te donnes les moyens de performer. Et dis aussi à ces personnes qui me suivent dans tout de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser les commentaires négatifs détruire l'envie ou c'est-à-dire que l'objectif que vous avez. Ouais. Ne jamais laisser ces personnes-là vous enlever l'envie de ce que vous avez envie de faire. Là, quand j'ai dit ça, tu as dit que tu avais mal. Mais pendant ce moment-là, il y avait qui derrière toi qui te soutenait? Est-ce que c'est ton frère qui regardait les réseaux sociaux, qui t'appelait? Il dit, faut pas calculer ça. Qui te soutenait? Mon mari. Ok. Mon mari, parce que c'est un basketteur aussi. Ah ouais. Donc, il maîtrise un peu le milieu. Je dis, laisse cela. C'est des gens, ils sont jaloux. Voilà, c'était sa phrase. C'est la jalousie. Ils n'aiment pas. Tu as une étoile. Ils n'aiment pas voir une étoile briller. C'est quoi les réalités que vous traversez et que vous vivez que moi et une autre personne ne connaissons pas, mais on passe notre temps à vous juger en fait? C'est quoi les réalités que vous vivez là-bas? Déjà, il y a la souffrance. Je dis la souffrance parce que la souffrance, c'est une âme pour nous, les basketteurs qui jouent le haut niveau. Parce que tu dois souffrir pour avoir un bon résultat. Oui, tu souffres dans les entraînements, c'est-à-dire que tu dois te surpasser. On a des engagements qu'on doit respecter. Et ça met la pression sur nous. Ouais. Donc, rien que pour ça, c'est dur. Et c'est pas pareil. Tu peux juger quelqu'un qui... Ah, moi, j'ai joué, j'ai tiré, j'ai marqué. Moi, je tire au terrain, je marque. Mais pourquoi elle tire 2-3 fois, elle rate? Moi, j'avoue que... Ouais, Afro Basket passé, là, ça a commencé à m'énerver. Je voulais pleurer. C'est pas facile parce que c'est plusieurs temps d'entraînement. Donc, j'ai dit aussi que apprenez à reconnaître l'effort de ceux qui sont dans la pratique. Bon, on a reçu un autre basketteur avant toi. Oui. El Refé, Stéphane Konaté. Oui. Déjà, qu'est-ce que tu penses de lui? Stéphane Konaté, c'est un grand frère pour moi. C'est mon mentor. Voilà, quand j'ai commencé à jouer au haut niveau, c'est la première personne à m'appeler, à venir vers lui. Ma petite, tu joues bien. Tu joues bien, hein, mais il ne faut pas laisser garçon va gâter ton basket. Ne laisse pas les garçons gâcher ton avenir. C'est un conseil. Je dis ça, je ne dis plus rien. Ouais. Je dis, vieux père, tu me parles quand tu ne me donnes plus les trucs, je ne comprends pas le sens. Tu vas pas au fond, quoi. Explique-moi un peu. Il dit, ma petite, ça c'est son petit mot, il dit, ma petite. Tu as bien compris ce qui a été dit, donc il faut faire attention à toi. Au passage, je dis merci beaucoup à mon grand frère pour tous ces conseils qui m'a donné jusqu'à aujourd'hui et qui continue encore de me donner. Mais, tu vois, c'est tellement beau qu'il n'y a plus rien à dire, mais je veux savoir en quoi la carrière d'un basketteur est différente de la carrière d'une basketteuse en Côte d'Ivoire. Je précise, en Côte d'Ivoire. Différente parce que, je dirais, ici en Côte d'Ivoire, le basketball féminin est un peu limité. Ouais, parce que je dirais que ça fait partie de la mentalité, raison pour laquelle, après que j'ai fait un enfant, le public a commencé à grogner. Ouais. Voilà, dit pourquoi est-ce qu'elle revient, elle est devenue vieille, tout ça là. C'est la mentalité ici qui fait qu'il y a une différence entre la carrière d'un homme et une femme au basketball féminin ici. Mais est-ce qu'au niveau du salaire, c'est pareil? Non, c'est pas pareil.
Qui est en haut qui? Les garçons, bien sûr. Les garçons, bien sûr. Dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a le basketball masculin prime sur les dames. C'est maintenant qu'il y a commence à avoir des changements, tout ça là. Bon, on se dit que les garçons sont plus athlétiques que les dames, puis bon, ils donnent plus de spectacles au public aussi, donc il faudrait... Bon, je pense que c'est un peu logique, mais bon... Mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire pour que le niveau, je veux dire au niveau financier, même au niveau considération, au niveau de priorité aussi, le niveau des basketteuses ivoiriennes arrive à atteindre le niveau, mais à se rapprocher du niveau des basketteurs en fait, ivoiriens? Faire plus de formations pour les jeunes filles et puis leur donner la chance d'aller hors Côte d'Ivoire, se perfectionner et de revenir. Ça dit que la chance de voir ce qui se passe dehors et de revenir, ça donne l'envie encore de perfectionner, de donner le meilleur. Voilà. Donc, au niveau financier, tout le monde aime l'argent. On ne va pas se cacher. Tout le monde aime l'argent. Peut-être que juste ajouter un plus pour avoir une motivation, pour booster un peu la féminité, quoi. Voilà. Mais moi, là, quand tu parles, je sens que c'est quelqu'un qui aime se battre. Ouais. Que tu n'as pas voulu laisser... En fait, chez nous, en Ivoirien, tu n'aimes pas foutaise. Donc, quand tu te mets dans un truc comme étant, tu es prouvé. Mais il y a eu des moments où c'était vraiment dur, où tu t'es dit, est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Peut-être pendant un match où c'était chaud, où moralement, ça n'allait pas, en fait. Quand j'ai ce moment, je regarde mes coéquipières. Je suis la capitaine de l'équipe. Je n'ai pas droit à baisser la tête. Même si c'est dur dans moi, ce n'est pas dur sur mon visage. Et elles m'ont même surnommé capitaine courage. Parce que j'ai toujours dit que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je donnais toujours ce conseil. Je dis rien n'est impossible. On peut perdre aujourd'hui comme gagner. Toujours. C'est ça. La vie, c'est comme ça. Tu dois accepter de perdre et de gagner. Mais ne pas perdre et reperdre encore. Ça, c'est pas bon. Ah, je comprends pas. C'est-à-dire que si vous perdez aujourd'hui, demain... On doit gagner. Ah ouais. Ça, c'est obligatoire. mais est-ce qu'il y a des idées, genre des préjugés que les gens ont? Nous, on n'est pas dans le basket, nous, on est dehors ici. Quand nous, on a, que tu aimerais déjà déconstruire, en fait. Par exemple, on a reçu Oli la machine ici. Il dit que les gens pensent que les gens musclés ne sont pas intelligents. Non, moi, je dis aussi que ce préjugé, c'est qu'être une femme au foyer ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, même sur le terrain. Ah ouais. Non, il n'y a plus rien à ajouter. C'est tellement beau qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. De rien. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très, très bon moment. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez fait une incursion dans le monde du basketball ivoirien, mais surtout féminin, et que ça vous donne des envies de jouer au basket ou d'envoyer vos enfants dans le basket. Mais abonnez-vous quand même, parce qu'il y a toute une équipe derrière tout ce que vous voyez là. Et l'équipe est rien d'autre que Audrey Licoun pour la production, Willem pour nos réseaux sociaux et mes gars sur de Abidjan Podcast Studio. Donc je tenais à vous dire merci à toi qui va t'abonner maintenant. Toi qui va t'abonner ou même qui va partager cette vidéo. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Abonnez-vous à notre podcast parce que on est déjà pas loin des 5000 sur YouTube. Ça coûte quoi de faire, puis on sera à 5000. Abonnez-vous à Laissons parler les gens, LPLG-8 podcast sur tous nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Sachez que Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez, abonnez-vous et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Laissons parler les gens. Laissons PLG, ça peut se dire aussi. Laissons PLG. C'est qui PLG? C'est parler les gens. Abonnez-vous. Faut t'abonner. Oh. Abonne-toi.